Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit point en latin. Nous allons aborder la deuxième déclinaison des noms, ensuite les adjectifs de la première classe, et en bonus civilisation, nous allons découvrir l'école à Rome. Après avoir vu la première déclinaison, dont le modèle était rossa, rossae féminin, nous abordons donc maintenant la deuxième déclinaison, marquée par un génitif singulier en i. Cette fois-ci, nous aurons trois modèles, deux masculins et un neutre. Dominus, Domini, le maître de maison, ager, agri, le champ, et pour le modèle neutre, templum, templi, le temple. Concernant Dominus, voici sa déclinaison. Dominus, Domine, Dominum, Domini, Domino, Domino. Au pluriel, Domini, Domini, Dominos, Dominorum, Dominis, Dominis. Le modèle ager à présent. Ager, ager, agrum, agri, agro, agro. Au pluriel, agri, agri, agros, agrorum, agris, agris. Nous voyons pour ces deux modèles que les désinences sont les mêmes, sauf pour le nominatif et le vocatif singulier. Tous les noms en R ainsi n'auront pas les terminaisons ous et e, spécifiques de la deuxième déclinaison au masculin, mais garderont cette terminaison en R. Deuxième point, si l'on observe l'accusatif singulier, nous voyons que le radical a changé. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Nous ne gardons pas le radical ager, mais agrum à partir de l'accusatif singulier, radical qui restera jusqu'à la fin de la déclinaison. Ce radical, nous l'avions dès le départ en observant le nom ager, agri masculin. Si nous prenons le génitif singulier, nous observons agri et c'est là que nous voyons que le radical à conserver est agre. Regardons le modèle neutre à présent. Templum, 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 templi, templo, templo, au pluriel templa, 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 templorum, templis, templis. Nous observons que les trois premiers cas présentent trois fois la même désinence. Au singulier, a au pluriel. C'est une marque spécifique du neutre qui sera observée de nouveau sur toutes les déclinaisons. Les neutres auront toujours la même désinence aux trois premiers cas, singulier comme pluriel. Ensuite, à partir du génitif, nous voyons que les terminaisons sont exactement les mêmes que pour Dominus et ager. Tout comme la première déclinaison, la deuxième déclinaison présente quelques particularités, un peu plus nombreuses. Tout d'abord, le nom très courant, wir, wiri, masculin, l'homme, va se décliner comme ager, donc sans terminaison ous et e au nominatif et vocatif singulier. Ensuite, nous avons trois noms neutres et non masculins. Pelagus, pelagi, neutre, la mer, virus, viri, neutre, le poison, vulgus, vulgi, neutre, la foule. Leur accusatif singulier restera donc en ous, comme le veut la règle pour les noms neutres, et ces trois noms n'ont pas de pluriel par ailleurs. Troisièmement, les noms en ius ont un vocatif en i, et non en ie comme on pourrait l'attendre. Exemple, tu quoque mi fili, fameuse phrase qu'aurait prononcée César et adressée à Brutus, son fils adoptif, juste avant de mourir. En réalité, il l'avait dite en grec kaisu teknon. Ensuite, locus, loci, masculin, a une particularité aussi, c'est qu'il a deux pluriels. Un pluriel neutre, loca, locorum, qui désigne les lieux, les endroits, et loci, locorum au masculin, qui désigne les lieux communs. Enfin, vous pourrez retrouver dans certains textes, extraits, et notamment poétiques, des génitifs pluriels en dans des expressions consacrées. Exemple, désignant Jupiter, père des dieux et des hommes, pater deum hominumque. Nous aurions dû avoir deorum et non deum. Passons à la deuxième étape. Nous abordons à présent les adjectifs de la première classe. Les adjectifs qualificatifs en latin se répartissent en deux classes. Nous voyons aujourd'hui donc la première. Les adjectifs se présentent ainsi dans le dictionnaire. Bonus a qui signifie bon ou bonne. Pulcher, pulcra, pulcrum qui signifie beau ou belle. Nous observons que nous avons trois formes.
de nominatif singulier, pas de génitif ici. Ous a ou er a Vous avez déjà rencontré ces terminaisons. Ce sont celles du nominatif singulier pour les modèles des premières et deuxièmes déclinaisons des noms. Ous fait songer à Dominus, modèle masculin de la deuxième déclinaison. A fait songer à Rossa, modèle de la première déclinaison. Et fait penser à Templum. Quant à Pulcher, vous reconnaissez Aguerre. En réalité, il n'est pas très utile de vous présenter le tableau de déclinaison, que je vous montrerai quand même après, car ces adjectifs vont suivre exactement les déclinaisons de Rossa, Dominus et Templum, ainsi qu'Aguerre pour les adjectifs en R. Voici donc le tableau de déclinaison des adjectifs de la première classe. Nous y reconnaissons bien donc les déclinaisons de Dominus, Rossa et Templum. Bonus, boné, bonum, boni, bono, bono pour le masculin, boni, boni, bonos, bonorum, bonis, bonis. Pour le féminin, bona, bona, bonam, bonae, bonae, bona, bonae, bonae, bonas, bonarum, bonis, bonis. Et pour le neutre, bonum, 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 boni, bono, bono, bona, 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 bonorum, bonis, bonis. Comme en français, les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Mais de manière tout à fait logique, ils devront aussi s'accorder en cas avec le nom auquel ils se rapportent. Deux exemples ici pour mieux comprendre. La première phrase en français, les dieux sont nombreux et les temples sont beaux. Nombreux est attribut du sujet Dieu et beau est attribut du sujet temple. C'est pourquoi nous observons deux nominatifs pluriels pour ces noms et adjectifs. Multi s'accorde avec dei et pulcra s'accorde avec templa. Comme pour l'instant vous ne connaissez que deux déclinaisons et la première classe des adjectifs, les terminaisons seront la plupart du temps identiques, ce qui est assez facile pour commencer. Concernant la deuxième phrase, j'ai choisi un exemple un petit peu plus compliqué. Le malheureux poète a écrit de nombreux poèmes. Ici, le malheureux poète est sujet. Donc poeta miser est au nominatif singulier. Quant à de nombreux poèmes, il s'agit du COD. Donc carmina multa est à l'accusatif pluriel. Pour ce qui est de poeta miser, nous observons que les désinences sont différentes. En effet, poeta est un nom masculin de la première déclinaison, puisqu'il désigne un homme, le poète. Nous l'avions vu dans l'autre vidéo. Donc il suit la déclinaison de Rossa. Néanmoins, comme ce nom est masculin, il faut accorder l'adjectif au masculin. C'est un adjectif en R, miser, donc il ressemble à aguerre, d'où ces deux terminaisons différentes. Quant au COD, carmina multa, carmina est un nom de la troisième déclinaison, neutre, il se termine en A, et multa suit la déclinaison de templum, donc templa à l'accusatif pluriel. Pour terminer, faisons un petit point de civilisation et découvrons brièvement l'éducation à Rome. Nous allons voir quelle instruction les petits Romains recevaient et constater que notre système éducatif a hérité de cette tradition pour y renoncer largement et progressivement jusqu'au XXe siècle. Quelle école fréquentaient donc les petits enfants romains ? En premier lieu, il faut comprendre que les Romains, conformément à leurs coutumes, se considéraient comme des citoyens avant tout, dévoués à l'intérêt général. Et il est donc naturel que l'école vise à la formation citoyenne. L'enfant reçoit donc une éducation traditionnelle et rigoureuse au sein de sa famille et sous l'autorité du père, jusqu'à ce qu'il soit en âge d'aller à l'école. Ensuite, comme l'enfant romain est destiné à devenir un grand guerrier au service de sa patrie, l'éducation est aussi centrée sur un entraînement rigoureux en vue de l'acquisition d'une résistance physique et morale. Vous connaissez sans doute la fameuse citation « mens sana in corpore sano » qui signifie « un esprit sain dans un corps sain ». Donc les Romains étaient très attentifs à leur santé physique pour être aussi en bonne santé intellectuelle. C'est à l'âge de 7 ans que l'enfant commence sa scolarité chez le magister ludi. La traduction serait le maître de jeu. C'est l'équivalent de notre école primaire. Là,
l'enfant apprend à lire, à écrire, à compter. La plupart des enfants, quel que soit leur niveau social, allaient à l'école à ce stade-là, mais bien souvent pas au-delà, c'était réservé ensuite à une certaine élite. Les Romains, en effet, accordaient une grande importance à l'éducation des enfants, et un minimum était nécessaire. Lire, écrire, compter était une base que maîtrisaient une grande partie des Romains. À l'âge de 11 ans, ensuite, les enfants se rendaient chez le grammaticus. Cette étape-là correspond à celle du collège pour nous. L'essentiel de l'enseignement résidait dans l'étude de la littérature latine et grecque. Les autres disciplines qui apparaissent ici étaient tout à fait secondaires. L'histoire-géographie et l'astronomie notamment servaient l'étude des textes. Les mathématiques pouvaient être relativement importantes pour eux, mais pas à un stade vraiment approfondi. La musique pouvait être un enseignement complémentaire aussi, mais ces enseignements-là donc n'étaient pas primordiaux. C'est vraiment la littérature latine et la littérature grecque qui étaient l'essentiel de cet enseignement. N'oublions pas non plus que s'il n'était pas pratiqué à l'école, le sport est au fondement même de l'éducation du jeune Romain. Ensuite, à partir de 16 ans, ces jeunes élèves être envoyés dans une école de rhétorique auprès d'un rhéteur, donc un rhétor, pour étudier l'art de l'éloquence, accompagné aussi de l'étude de la philosophie, du droit, parfois assez rarement de la médecine. Mais il faut savoir que cette étape-là était réservée à une toute petite fraction de l'élite, d'autant que dans un premier temps, les écoles de rhétorique étaient à l'étranger, en Grèce notamment, où les plus riches familles pouvaient envoyer leurs enfants terminer leur cursus, pour devenir ensuite sénateurs, consuls, rentrer dans le cursus honorum, la carrière des honneurs, donc réservé vraiment à une élite. Nous avons vu que la scolarité se décomposait en 3 grandes étapes, mais quelles étaient les conditions et méthodes de travail? En tout cas, pour les 2 premières phases, à savoir chez le Magister Ludi, l'école primaire, et ensuite avec le Grammaticus, au collège, pour nous. Il faut savoir que l'école était mixte, garçons et filles donc se rendaient à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Pour la première phase, donc, les jeunes filles devaient recevoir cette éducation minimale. Ensuite, leur destin était bien autre qu'une carrière politique, donc elles interrompaient généralement leur parcours ici. Ensuite, le paedagogus est l'esclave qui accompagne l'enfant à l'école. Il est chargé de porter sa capsa, son cartable, mais aussi de l'aider à apprendre ses leçons et à suivre ses cours, de jouer le rôle de répétiteur. Généralement, ces esclaves étaient désignés parce qu'ils étaient cultivés, souvent d'origine grecque d'ailleurs. Passons au lieu. Où se déroulait l'école? À Rome. Il n'y avait pas véritablement de bâtiment dédié à l'apprentissage scolaire. L'école se déroulait généralement dans la rue, à côté d'une boutique, d'une taberna, ou sous un portique, près du forum. Les conditions de travail étaient donc très sommaires. Les écoliers s'asseyaient sur un banc, par terre, et l'hiver il faisait très froid. Quant au matériel, c'est celui que nous avons vu dans la première vidéo. Les enfants écrivaient sur une tablette, une tabula kerata, et avec un stylet. Le calame et l'encre étaient très peu utilisés car très onéreux. Et donc nous l'avions vu, réservé à un emploi beaucoup plus important pour des écrits littéraires, notamment pour les adultes. Quant aux professeurs, il n'y avait pas véritablement de formation. N'importe qui pouvait s'improviser professeur, mais comme cet enseignement était privé, particulier et payant, vous vous doutez que le professeur devait bénéficier d'une certaine notoriété et donc devait satisfaire les familles. L'enseignement était fondé sur l'autorité. Extrêmement rigoureux, extrêmement sévère, les professeurs pouvaient user de la violence physique assez régulièrement à l'aide de la ferula, un bâton de bois, ou de lanières de cuir, l'équivalent du martinet aujourd'hui. Certains écrivains romains, d'ailleurs, rapportent des expériences assez terribles de cette partie de leur enseignement. Enfin, en termes de didactique, l'apprentissage était basé sur la répétition et l'imitation, essentiellement. Avec le Grammaticus, les élèves étudient donc la littérature latine et grecque. Ils apprennent par cœur des pages entières d'Homère, de Virgile, de Tite-Live, de tous les grands auteurs dont ils s'imprègnent.
Pendant le cours, le grammaticus procède d'abord à la praelectio, c'est-à-dire qu'il lit et analyse le texte d'un point de vue linguistique, mais aussi littéraire et moral surtout, auprès des élèves. Ensuite, les élèves eux-mêmes pratiquent la lectio, c'est-à-dire qu'ils recensent l'ensemble des commentaires livrés par le professeur, pour ensuite les apprendre, s'en imprégner, d'être capables eux-mêmes d'élaborer des écrits d'imitation, de composer des fables, puis plus tard des textes à caractère moral. Pour terminer, je vous propose une petite liste de vocabulaire très simple concernant l'école. Désigné par ludus, ludi, lieu de jeu donc, étymologiquement, schola, scholae, en grec, repris donc en latin. Les maîtres d'école, magister, magistri, masculin, deuxième déclinaison, le grammaticus, nous l'avons vu, deuxième déclinaison aussi, et le rhétor, ce sera la troisième déclinaison, donc troisième étape de la scolarité. Pour désigner l'élève, nous pouvons utiliser les termes discipulus ou alumnus. Discipulus a donné disciple en français et alumnus a donné le nom élève en espagnol. Le paedagogus, nous l'avons vu, c'est l'esclave qui accompagne l'élève à l'école. Rien à voir avec le pédagogue aujourd'hui, évidemment. La capsa, c'est le cartable de l'élève. L'abacus, donc c'est l'abac, le boulier qui permettait d'apprendre à compter. Stylus, c'est le stylet. Kera, c'est la cire ou la tablette de cire. La tabula, c'est la tablette. On pouvait dire aussi tabella. Calamus, donc le calame, très peu utilisé, donc. L'atramentum et l'encre. Ferula, donc la férule, le fameux bâton pour frapper les élèves. Feria, feriarum, au pluriel, ce sont les vacances, qui avaient lieu d'ailleurs généralement l'été pour les petits romains. Et 4 verbes, donc à la première personne du présent de l'indicatif. Disco signifie j'apprends, lego, je lis, scribo, j'écris, et computo, je compte. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt.